Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur l'égalité entre les femmes et les hommes. L'ERNF organise ce webinaire dans le cadre de son programme de renforcement de la participation des pays francophones aux travaux de normalisation internationale sur l'égalité femmes-hommes, financé par l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous ai déjà invité à changer votre nom d'utilisateur, utilisatrice, mais je vous invite aussi à nous écrire via les chats les pays dans lesquels, ou l'endroit dans lequel vous nous regardez aujourd'hui. Justement, on ne va pas avoir l'opportunité de faire un tour de table, mais c'est une façon de savoir de où vous nous regardez. Et surtout, je vous invite à utiliser le chat pour nous poser des questions auxquelles nos invités répondront dans ces webinaires. Pour cette séance, j'ai l'honneur d'être accompagnée par 4 invités qui sont des spécialistes sur pourquoi participer aux travaux de normalisation sur l'égalité femmes-hommes. Pour commencer, Marie-Claude Drouin, secrétaire générale du RNF. Bonjour Marie-Claude. En deuxième, Maître Louise Cordeau, présidente du Conseil de statut de la femme du Québec. Bonjour. Bonjour. Et Jenny Roth-Pichet, présidente du comité ISO-PC 337 Égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour aussi. Et finalement, Petra Sepchikovka, manager de l'ISO-PC 337. Bonjour. Bonjour Petra. Pour commencer, je cède la parole à Marie-Claude Drouin, secrétaire générale de RNF, pour le mot d'ouverture. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci, Samantha. Alors, écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier vivement et très sincèrement les invités qui sont avec nous aujourd'hui pour venir nous entretenir de ce sujet si important et pertinent et encore et toujours d'actualité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, peut-être un tout petit mot sur le réseau normalisation et francophonie. Alors, on est un réseau présent dans 39 pays de l'espace francophone. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on utilise bien les normes comme outil de connaissance pour justement diffuser les meilleures pratiques sur des sujets donnés dans l'espace francophone, mais aussi faire en sorte que la voix des francophones porte dans l'élaboration des normes internationales. On dit souvent qui fait la norme fait le pays, qui fait la norme fait le marché, pardon, qui fait la norme fait le marché. Donc, c'est très économique, mais ça s'applique à tout, hein. On comprend bien que si on veut que nos sujets soient portés et nos préoccupations soient portées dans l'élaboration des grandes lignes directrices qui vont nous régir plus tard, on se doit de participer. Alors, ce sont les 2 grands mandats du réseau de normalisation et francophonie. Et ici, dans le webinaire qui nous préoccupe, on va très exactement discuter de ces 2 grands champs d'action. C'est-à-dire qu'on va venir voir quelle sera l'utilité d'avoir une norme sur l'égalité femmes-hommes pour nous aider à embrasser ce grand défi, ce grand enjeu qui nous préoccupe. Et on verra aussi pourquoi il est d'intérêt et comment on peut participer aux travaux. Assez rapidement, ce n'est pas mon domaine de spécialité, c'est le domaine de Samantha, mais elle me fournit quelques chiffres fort intéressants et éloquents sur l'égalité femmes-hommes. Alors, on sait aujourd'hui que, selon une récente étude de l'Organisation internationale du travail, 15% des femmes en âge de travailler aimeraient travailler, mais n'ont pas d'emploi, contre 10,5% des hommes. Donc, on voit qu'il y a encore un écart important. On voit aussi qu'au niveau mondial, pour chaque dollar de revenu de travail gagné par les hommes, les femmes ne gagnent encore aujourd'hui en 2023 que 51 sous. Donc, encore une fois, un écart important entre les hommes et les femmes. On voit qu'il y a un déficit d'emploi particulièrement grave, surtout dans les pays en développement, où la proportion où les femmes sont dans l'incapacité de trouver un emploi est de 24,9 %, toujours selon cette étude de l'Organisation internationale du travail, contre 16,6 % pour les hommes. Donc, je pense que je n'ai pas à vous convaincre aujourd'hui que de faire en sorte que les femmes intègrent le marché du travail, s'y sentent accueillies,
puissent s'épanouir, c'est certain que c'est porteur de solutions et de richesses pour tout le monde. Alors, notre objectif aujourd'hui, comme je le soulignais, ce sera d'essayer de voir, de s'informer sur les enjeux et l'importance de s'engager pour cette égalité femmes-hommes-là à travers la planète. Présenter les travaux qui sont en cours à l'ISO, je le rappelle souvent, les normes, ça peut paraître aride et compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Une norme, ça vient juste décrire la meilleure façon de faire quelque chose à un moment T. Alors, c'est ce qu'on est en train de définir à l'ISO ici. Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer la question de l'égalité femmes-hommes dans nos organisations aujourd'hui en fonction de nos meilleures pratiques. On verra aussi dans notre webinaire comment on peut outiller le personnel des organismes nationaux de normalisation pour faire en sorte qu'on puisse porter notre voix, nous, les pays de l'espace francophone, dans ces importants travaux internationaux. Et puis aussi, ce qui est très, très important, comment mobiliser les experts et les expertes pour qu'ils viennent porter leur voix eux aussi dans ces travaux, parce que c'est de vous dont nous avons besoin pour avoir des normes qui nous ressemblent. Alors voilà, sur ce, je laisse la parole à Maître Louise Cordeau, qui est avec moi à Québec, j'imagine. On ne s'est jamais rencontrés, on aura sans doute un moment pour discuter tout à l'heure. Alors, Maître Cordeau, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, comme nous sommes toutes les deux à Québec, actuellement, nous sommes en matinée et autour de moi, il y a de la neige. Le printemps arrivera bientôt, mais on est encore entouré de neige. Alors, c'est 4 vraies saisons qui se passent au Québec. Alors, merci encore de l'invitation. Je pense et je suis convaincue que nous avons des intérêts communs autour des enjeux d'égalité. Je vais me permettre d'abord très rapidement de vous présenter le Conseil du statut de la femme. Alors, le Conseil du statut de la femme a été adopté, la loi a été adoptée en 1973. Alors, vous comprendrez que c'est notre 50e anniversaire cette année. Et le conseil existe pour conseiller le gouvernement puis informer le public sur les enjeux d'égalité. Et ça, on le fait par le biais de recherches, d'études, d'avis au gouvernement, de mémoire, par exemple, dans le cadre du processus législatif. Et nos travaux portent tant sur le travail, l'éducation, la santé, le pouvoir, les violences, le harcèlement. Et notre rôle d'informer s'exprime en plusieurs façons. Alors, je vous incite, et je ne suis pas objective, mais d'aller voir le site web Conseil du statut de la femme du Québec. Et vous allez y retrouver une série de documents, de sujets, des balados, des capsules informatives. Nous en avons fait sur le harcèlement, la violence, la culture du viol, le consentement. Nous avons aussi un magazine web, un magazine qui s'appelle Gazette des femmes, qui est publié à chaque mois. Nous avons aussi un compte Instagram. Alors, je vous partage tous ces médias sociaux, toutes ces façons de nous rejoindre et n'hésitez jamais, si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur des partages de connaissances, il nous fera toujours plaisir d'accueillir vos demandes. Et dans le cadre du 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme, nous allons avoir plusieurs activités. Je pense d'ailleurs à une bande dessinée. Nous allons avoir une bande dessinée qui va s'appeler Cap Égalité, qui va être publiée en septembre. Et cette bande dessinée-là va s'adresser aux jeunes de 9 à 12 ans qui va un peu parler des difficultés entre les jeunes filles et les jeunes garçons, des stéréotypes, et qui va finalement faire connaître à nos jeunes qui vont vivre une expérience sur un grand bateau, que c'est possible d'accomplir et de réaliser leurs rêves. Alors, on pourra vous en informer parce que ça pourrait être intéressant de partager cette bande dessinée à travers toute la francophonie. Et un des éléments majeurs que nous avons, une des recherches majeures que nous avons entreprises pour le 50e, c'est un bilan. Pourquoi un bilan? En 1978, le document fondateur du Conseil du statut de la femme s'appelle toujours pour les Québécoises Égalité et indépendance. Il y avait à l'intérieur de ce document plus de 300 recommandations et nous avons choisi d'en faire le bilan
Pourquoi un bilan? Pour savoir 50 ans plus tard quelles sont les avancées, mais aussi quels sont les enjeux. Parce que bien que le Québec fasse figure de modèle en matière d'égalité et de politique sociale, nous avons encore de grands défis et des défis qui sont probablement, en fait, sûrement communs à l'ensemble de la francophonie. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, mais je voulais que vous compreniez un peu l'environnement dans lequel je travaille et que je préside. Pourquoi s'engager pour l'égalité entre les femmes et les hommes? Vous conviendrez avec moi, c'est une très grande question. Il y aurait eu possibilité de plusieurs réponses théoriques. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à cette question-là en partageant avec vous les gestes en faveur de l'égalité qui ont été posés au Québec, qui ont permis l'autonomisation économique des femmes et qui ont grandement transformé notre société et qui sont possibles d'exporter dans d'autres sociétés. Alors, lorsqu'on parle d'autonomisation économique des femmes, donc tantôt on entendait des chiffres sur les revenus, sur la possibilité d'accéder au marché du travail, certains éléments nous semblent, disons, plus évidents. Il y en a plusieurs autres, mais je vais vous parler de certains éléments qui ont vraiment transformé le Québec. Je vais vous parler d'abord d'éducation à l'égalité. Je vais vous parler de services de garde, de mesures de conciliation travail-famille et finalement de mesures pour favoriser la place des femmes dans les lieux décisionnels. Alors, commençons par l'éducation à l'égalité. Ça peut avoir l'air d'un concept un peu obscur, difficile à concrétiser. Mais on sait que la valeur d'égalité entre les femmes et les hommes doit être promue dans l'ensemble de la société. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous y croyez, mais particulièrement auprès des jeunes, parce que c'est au cours de l'enfance que s'ancrent les stéréotypes sexuels. Alors, l'éducation à l'égalité doit commencer à la maison dès l'enfance et se poursuivre à l'école. Et je vais vous donner un exemple. Souvent, lorsqu'une petite fille arrive ou naît, on lui donne une poupée. Alors, moi-même, j'adorais les poupées lorsque j'étais jeune. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à la petite fille? On lui apprend à en prendre soin. On lui apprend à se responsabiliser. On lui apprend à s'occuper des autres, ce qui est très bien, là, ce qui est essentiel dans une société. Lorsqu'un petit garçon naît, parfois on lui offre un camion. Alors lui, on lui apprend à bâtir, on lui apprend à construire, on lui apprend à avoir des projets. Alors tout ça est très louable, mais on pense qu'on pourrait parfois donner une poupée au petit garçon puis un camion à la petite fille et ça aurait un impact sur l'ensemble de leur façon de voir le monde, de leur engagement aussi dans une société. L'éducation à l'égalité, ça passe aussi par les livres que l'on offre aux enfants et qui ont des stéréotypes sexuels. Donc, vous en avez sûrement dans votre tête. La petite fille qui est ballerine, le petit garçon qui est le plus fort. Alors, je pourrais vous en donner des exemples. Vous en avez aussi probablement. Alors, je pense qu'il faut aussi, et on a une auteure au Québec extraordinaire qui s'appelle Élise Gravel, qui a fait des livres pour tous les âges chez les enfants pour déconstruire ces stéréotypes sexuels. On doit aussi sensibiliser les filles et les garçons dès leur plus jeune âge à l'importance des rapports égalitaires. Un garçon et une fille ont exactement la même valeur. Il faut que ces rapports égalitaires-là soient sains et soient exempts de violence, de harcèlement, tant psychologique que sexuel. Et ça s'apprend dès le jeune âge. On pense aussi à l'importance des modèles. Les jeunes doivent être exposés à différents modèles de femmes et d'hommes. Je pense à des femmes politiciennes, ingénieurs, entrepreneurs, des hommes qui prennent soin des bébés, des enfants, des personnes aînées en perte d'autonomie. Et on conviendra que cette éducation à l'égalité permet d'agir en amont sur l'employabilité des femmes, sur leur accès aux postes décisionnels, sur le partage des responsabilités familiales et sur la violence et le harcèlement fait aux femmes.
Une deuxième façon de favoriser l'autonomisation économique des femmes est à travers une politique familiale. Une politique familiale, ça peut comporter plusieurs éléments. Et un des axes qui a transformé en partie le Québec, qui est d'ailleurs souvent cité à ce sujet à titre de modèle, et qui a permis une plus grande et une réelle participation des femmes sur le marché du travail, a été en 1997 la création d'un réseau de centres à la petite enfance, qu'on appelle chez nous des CPE. Et en 1997, c'est la ministre, Mme Pauline Marois, qui a fait en sorte de créer ces centres de la petite enfance. Et pour votre information, quelques années plus tard, Mme Pauline Marois a été la première femme élue à titre de première ministre au Québec. Alors, pour revenir à ces centres de la petite enfance, ce sont des services de garde qui sont à contribution réduite, qui sont subventionnés par le gouvernement pour les enfants d'âge préscolaire. Tantôt, je parlais de mesures de conciliation travail-famille. Je vous en propose 2 qui ont été mises en place au Québec. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, je ne veux pas vous écraser ou faire en sorte de donner tellement d'informations au niveau législatif que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais j'en ai ciblé 2. D'abord, le régime québécois d'assurance parentale qui offre des congés payés aux travailleuses et aux travailleurs pendant les premiers mois de vie de leur enfant. Ce faisant, les employés conservent leur lien d'emploi pendant cette période. Et permettez-moi, pour que ce soit un peu plus concret, de vous dire comment s'applique ce qu'on appelle le régime de base. Évidemment, là, je ne tomberai pas dans tous les détails du régime québécois d'assurance parentale qui offre des congés payés aux travailleuses et aux travailleurs, mais je vais vous donner une petite idée de la façon dont les congés sont distribués. Alors, les prestations de maternité, donc 18 semaines, sont consacrées exclusivement à la mère. 5 semaines sont consacrées exclusivement au père. Et actuellement, au Québec, les pères, ils prennent ces 5 semaines de congé de paternité. Et par la suite, ce qu'on appelle le congé parental, il y a 32 semaines à partager entre l'homme et la femme, entre le père et la mère. Les effets sont multiples. On sait que l'attachement dès le plus jeune âge de l'enfant à l'égard de ses parents est très important. L'apprentissage du partage des tâches familiales, ce qu'on appelle la charge mentale à l'égard des enfants. Donc, la participation des pères et des mères dès la naissance de leur enfant est très significative. Un autre élément qui favorise la conciliation travail-famille au Québec, c'est la loi sur les normes du travail, qui prévoit que les employeurs sont tenus d'accorder certains congés aux travailleuses et aux travailleurs pour remplir des obligations parentales ou familiales. Par exemple, une travailleuse ou un travailleur, ils peuvent s'absenter jusqu'à 10 jours par année pour remplir des obligations reliées à un enfant ou un proche aidant. Parce qu'on parle beaucoup de conciliation travail, famille et d'égalité, mais il faut penser aussi qu'au Québec, notre société est aussi vieillissante et que la notion de proche aidante, c'est-à-dire d'accompagner les personnes plus vulnérables ou vieillissantes dans notre société, devient aussi une vraie réalité. Et au Québec, on constate que les femmes sont davantage proches aidantes que les hommes et parfois elles laissent leur travail ou elles doivent prendre des congés pour s'occuper d'un membre de leur famille. Et la loi sur les normes du travail, donc, prévoit jusqu'à 10 jours par année où une travailleuse ou un travailleur peut s'absenter. Évidemment, il y a d'énormes avantages à l'existence des mesures conciliation travail-famille. Évidemment, c'est clair, là, au niveau des responsabilités familiales, ça devient évident. Mais
Nous avons au Québec aussi des employeurs qui ont mis sur pied des mesures de conciliation travail-famille dans leur entreprise. Donc, ils font en sorte de favoriser l'harmonisation entre les obligations du travail et les obligations de la famille. On le sait, c'est pas facile, c'est pas simple, mais les employeurs qui l'ont fait, qui ont mis en place des mesures de conciliation travail-famille, ont vu des résultats. Et ils ont constaté une augmentation de la productivité. Ils ont constaté une augmentation de la rétention de leur personnel, une diminution des absences et une augmentation de la faculté de recrutement de leurs employés. Et en 2020, un sondage qui a été effectué auprès de 87% des travailleuses et des travailleurs ont indiqué que la capacité de leur employeur de répondre à leurs besoins en matière de conciliation travail-famille a augmenté leur satisfaction au travail. Alors, vous voyez, je viens de vous mentionner simplement quelques mesures de conciliation travail-famille, mais toutes ces mesures-là ont favorisé une plus grande participation des femmes, une vie aussi sociale et professionnelle plus égalitaire. Et cette participation des femmes s'est aussi concrétisée dans la vie économique, dans la vie sociale et, je pense que ce qui est important et ce qui nous interpelle tous et toutes, à la participation des femmes dans les différents lieux décisionnels. Et lorsqu'on parle de lieux décisionnels, on peut parler, je vous entends peut-être penser à la notion de parité. Je vous propose un exemple de ce qui a été fait au Québec. En 2006, le gouvernement du Québec a adopté la loi sur la gouvernance dans les sociétés d'État. Donc, cette loi exigeait que les conseils d'administration des sociétés d'État soient constitués de femmes et d'hommes à part égale. Le délai prescrit par la loi pour se conformer était de 5 ans. Donc, depuis 2011, tous les conseils d'administration des sociétés d'État du Québec sont paritaires. On en conviendra. Aujourd'hui, pour les sociétés d'État, plusieurs femmes sont présidentes des conseils d'administration de grandes sociétés d'État. Et cette notion de parité dans les sociétés d'État, on n'en parle plus parce que c'est acquis, parce que ça fait partie de nos normes et des règles. Et lorsqu'on parle de parité dans les lieux décisionnels, lorsqu'on parle de la présence des femmes dans les lieux décisionnels ou dans l'ensemble de notre société, je l'ai évoqué tout à l'heure, il ne faut pas négliger l'importance des modèles. Et je vous donne un exemple très concret de ce qui s'est passé au Québec. En 2017, aux élections municipales, nous avons assisté à l'élection d'une première femme à titre de mairesse de la ville de Montréal. Montréal, qui est la métropole du Québec. Donc, Mme Valérie Plante a été élue à titre de première mairesse de la ville de Montréal et ça, c'était en 2017. En 2021, aujourd'hui, en 2023, donc c'est la même chose parce que les élections municipales ont lieu aux 4 ans. 5 des 10 plus grandes villes au Québec sont dirigées par des femmes. Et actuellement, dans les lieux de pouvoir au Québec, il y a 46% de femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale, 24% de mairesses, 38,5% de conseillères municipales. Et lorsqu'on parle de modèle, on peut penser à différentes professions. Actuellement, au Québec, 56% de femmes sont avocates, 52% des médecins sont des femmes, 43% des femmes sont architectes. Mais il y a encore plusieurs défis. Il y a encore des défis, comme dans toutes les sociétés, particulièrement dans les métiers non traditionnels. 15%, par exemple, des femmes sont ingénieurs,
26% sont policières, très, très peu de pourcents sont ambulancières ou dans les métiers de la construction. Et en 2021, parmi les nouveaux propriétaires de PME, on comptait 65% de femmes. Tantôt, j'entendais les statistiques sur les différences de salaire entre les femmes et les hommes. Ces différences de salaire existent aussi au Québec, mais de façon beaucoup moindre. Au Québec, on a adopté une loi qui s'assure de l'équité salariale entre les femmes et les hommes. Donc, c'est la loi sur l'équité salariale qui veut s'assurer que dans une même entreprise, pour un travail qui peut être de nature, qui est complètement différent, mais qui a la même valeur dans l'entreprise, que les hommes et les femmes soient payés de façon équivalente. Et cette loi sur l'équité salariale, bien que tout est loin d'être parfait, parce qu'on voit encore aujourd'hui au Québec une différence entre le salaire des hommes et des femmes, a quand même beaucoup transformé la façon dont les employeurs rémunèrent les hommes et les femmes. Je sais que je viens de faire un très, très, très bref survol de politique publique puis d'action entreprise au Québec en faveur de l'égalité. Mais je peux vous dire, et je les ai vécues, ces transformations sociales ont fait en sorte que les femmes ont pris leur place sur les marchés du travail, dans toutes les sphères de la vie au Québec, que les hommes aussi s'engagent en faveur de cette égalité parce que l'égalité ne pourrait jamais être atteinte ou concrétisée sans la conviction des hommes et des femmes qu'une société, ça se bâtit avec toutes les personnes. Et je voulais ce matin être plus brève parce que j'ai envie de prendre vos questions, j'ai envie que vous partagiez vos réalités. Et j'espère que ces quelques moments, ces quelques petits exemples que je vous ai donnés, en fait, les exemples sont petits, mais les impacts sont immenses. Ça vous a permis de vous arrêter. Et par la suite, de réfléchir aux actions qui peuvent être entreprises dans vos milieux. Et aussi de constater les impacts réels des valeurs d'égalité et de la mise en place de mesures concrètes. Parce que je suis convaincue que nous avons toutes et tous une réelle capacité et une responsabilité de faire évoluer les enjeux d'égalité dans nos sociétés respectives. Et aussi, et ça s'applique à toutes les sociétés, de refuser toute forme de harcèlement et de violence. Alors, notre but commun, au fond, qu'est-il? C'est de bâtir des sociétés plus équitables, plus égalitaires et avec lesquelles la vie économique sera encore meilleure. Je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir engager un petit dialogue avec vous. Merci beaucoup, Maître Cordeau. On est très content d'avoir ces exemples parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de l'égalité entre les femmes et les hommes, on a une tendance aussi à se concentrer aux choses qui ne sont pas encore accomplies, aux problèmes auxquels on fait face tous les jours. Mais c'est rafraîchissant aussi de voir qu'il y a des stratégies qui ont déjà été implantées et qui marchent et qui donnent des résultats et que ces bénéfices sont pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de la société. C'est justement aussi pour ça qu'on voulait avoir votre participation. On sait que le Québec travaille depuis des années sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas les seuls endroits du monde où on le fait, mais on a des beaux résultats aussi à montrer pour inspirer les autres. Et justement, dans le cadre d'élaboration d'une norme, on cherche à trouver cette bonne pratique dans le monde pour écrire un document qui donne des recommandations et des exemples dans la globalité.
Je vais inviter les participants à nous envoyer des questions via le chat. Je sais qu'on va avoir des questions. Peut-être en attendant que les questions arrivent, je souhaiterais donner tout de suite la parole à Denis Roth-Fichette, les managers du PCI ISO 337. Je vois aussi qu'il y a Marie-Claude qui lève la main. Alors, Denis, désolé seulement, Marie-Claude. Oui, je suis désolée, moi, je ne peux pas lever la main parce que vu que je suis co-hôte avec toi, il faut que je le fasse comme ça. Puis, je voulais juste saisir la balle au bon pour une première question à Maître Cordeau. Écoutez, quelle présentation attirante et éloquente là, sur justement les impacts qu'on peut avoir avec des mesures concrètes. Puis, j'aimerais vous entendre parce qu'il me semble, puis corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai déjà lu que le Québec a eu une économie particulièrement résiliente lors des récentes crises, notamment celle de 2008. Et c'était les analystes financiers semblaient dire que le fait qu'on avait su intégrer plus les femmes au marché du travail par nos politiques qui ont porté fruit, ça nous avait permis d'être plus résilients économiquement. Est-ce que j'ai rêvé ça ou vous avez des statistiques pour nous là-dessus ou quelque chose à nous dire? Je n'ai pas aujourd'hui de statistiques, mais j'ai envie, puis je ne l'ai pas intégré dans ma présentation, mais et vous allez me permettre de le lire puis de le citer. Mais en 2022, le FMI et je le cite, a mentionné que le simple fait de réduire les écarts de participation des femmes sur le marché du travail au sein de pays où il y a des inégalités, ça peut augmenter la productivité économique de 35 en moyenne. Alors là, je peux pas j'ai pas de chiffres devant moi, mais c'est effectivement très bien documenté que les entreprises où les femmes et les hommes participent à part égale aux décisions et que les femmes sont engagées et sont plus performantes économiquement et prennent des décisions qui sont plus rassembleuses parce que plus représentatives d'une société. Je pense que c'était l'économiste Fortin qui avait fait une analyse là-dessus qui était très Je sais de quoi vous parlez, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Mais c'était pas pour vous mettre en boîte. Et comme nous sommes le conseil de recherche, je ne me permettrai jamais de faire des approximations. Mais déjà, ce que le FMI a dit en 2022 sur la productivité fait en sorte que je pense que c'est un lieu commun de se dire que là où il y a partage des responsabilités, des décisions aussi, parce qu'on peut avoir autant de femmes que d'hommes dans une entreprise, mais il faut que les femmes soient aussi partie prenante aux décisions, transforment aussi l'économie d'une société. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut vraiment le mesurer. Oui, on est capable de voir la cause à effet des bonnes pratiques. Et je pourrais, et là, je ne suis pas embarquée là-dedans, mais par exemple, il y a une contribution lorsque les femmes travaillent, les hommes aussi, il y a une contribution à ce qu'on appelle le régime des rentes du Québec. Donc, c'est un régime pour favoriser la retraite et finalement une forme d'économie pour la retraite. Et ça fait en sorte que les femmes ont beaucoup moins de pauvreté lorsqu'elles sont à l'âge de la retraite, bien qu'il y a quand même de la précarité financière chez les femmes plus âgées. Mais la présence des femmes sur le marché du travail a plusieurs impacts au niveau économique. C'était tout pour moi, Samantha. Je te redonne. Merci pour cette question aussi qui montre notre façon aussi de voir le bénéfice de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'avais une statistique que peut-être c'est d'intérêt justement selon des données de ONU Femmes. Si les femmes jouaient le même rôle dans le monde du travail que les hommes, on aurait 28 milliards de dollars dans le PIB annuel mondial, ce qui représente plus de 26%. Alors, on parlerait d'une augmentation de 1/4 du PIB mondial. Si on intégrait les femmes au marché du travail, alors on voit bien le bénéfice. Maintenant, c'est de trouver vraiment une façon de donner des outils à tous les pays, à toutes les parties intéressées, que ce soit des organisations, de la société civile, les gouvernements,
etc. Alors, cette fois-ci, je voudrais donner la parole à Denis Roth-Fichette, président de l'ISO PC 337. On ne vous entend pas, Denis? Ça arrive? Non. Il a eu comme le son quand vous Et là, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Merci. Alors, je vais le faire sans micro. De toute façon, j'ai assez peu de temps. Comme je vous l'avais dit, il fallait absolument que je quitte à -5, puisque par ailleurs, je suis professeur à l'université et j'ai un cours à 17 heures. Je voulais juste, je ne vais pas revenir sur l'intérêt qu'il peut avoir à mettre en place une norme, puisque Marie-Claude Drouin a quand même très largement abordé ce sujet. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de retenir surtout que c'est un outil efficace qui nous permet de passer d'une inégalité de droit à une égalité réelle. Je pense que c'est ce qu'il faut, comme point principal, retenir. Peut-être pour me décrire, qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à mon positionnement en tant que directeur du PC ISO 337. Donc, je suis effectivement francophone, français, haut fonctionnaire au ministère de l'Égalité. Pour autant, je suis, par rapport à la norme et par rapport à la chefferie qui est conduite pour le coup par des équipes du ministère des Affaires étrangères français, je suis indépendant par rapport à eux. Donc, je peux malgré tout agir sur eux si c'était nécessaire et faire, comme je l'ai fait d'ailleurs dans d'autres comités, demander à la chefferie française de revenir sur une décision, sur une position, de retravailler tel ou tel point. Juste peut-être sur ma mission, elle est essentielle sur 3 points. Je suis à la fois responsable du délai, donc je suis vraiment le gardien du temps. Et donc, je dois m'assurer, Petra Selsikova et ma compagne, elle est sur la partie conduite du projet AFNOR. Elle m'accompagne et vous donnera donc davantage de précisions sur l'agenda. Mais je suis gardien du temps et je suis obligé de faire respecter ce timing de façon à ce qu'on atteigne l'objectif dans les délais qui nous ont été impartis. Je suis également gardien du coût, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun dépassement en termes de coût. Et enfin, je suis gardien de la qualité. Peut-être une précision sur la question de la qualité. Tout le projet ISO-PC 337 s'inscrit dans l'objectif 5 du développement durable de l'ONU, qui vise à parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Je pense que c'est à partir de là qu'il faut retenir qu'on s'inscrit vraiment dans la lignée de l'objectif 5 de l'ONU, ni plus, j'allais dire, ni moins. Bien évidemment, par nature, une norme peut être appelée à évoluer, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif. Nous, notre objectif, c'est égalité femmes-hommes et autonomisation des femmes et des filles. Voilà, en gros, en quelques lignes, résumer ma mission, et je vais laisser la parole à Petra qui vous donnera davantage peut-être de détails sur le projet. Encore une fois, je suis à l'écoute de l'ensemble. C'est la position aussi, entre guillemets, privilégiée que j'ai. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Exceptionnellement, là, je suis obligé de quitter à 17 heures, mais remontez à Petra les questions et j'y répondrai sans difficulté. En tout cas, merci de votre écoute. Merci, Denis. Peut-être avant de donner la parole à Petra, vous avez mentionné comment vous êtes les gardiens d'écouter tous les pays qui participent. Alors, si vous pouvez justement développer un peu ce sujet sur comment chaque pays a sa voix au sein d'un comité technique et comment on prend en compte toutes les positions justement pour l'élaboration d'une norme. Petra vous donnera peut-être les positions techniques de chaque pays qui peuvent d'ailleurs évoluer. Mais à chaque fois qu'un pays n'est pas d'accord ou souhaite une précision sur une disposition qu'aura pu prendre l'ACN dans son travail, donc évidemment, on en discute avec l'AFNOR et on peut très bien remettre en question. Je peux demander, je l'ai fait sur
notamment l'objet exact du projet, je peux demander à la CN, donc au comité national, pardon de le dire comme ça, mais de revoir sa copie et de retravailler en fonction des propositions qui sont faites par l'ensemble des pays. Après, Petra, vous préciserez peut-être sur les statuts que peuvent avoir certains pays et qui d'ailleurs peuvent tout à fait évoluer. Merci, mais ça montre bien que quand on participe à l'élaboration des normes, justement, tous les experts du monde contribuent avec leur expertise et que quand on parle de consensus au niveau international, c'est bien un consensus qui veut dire que tout le monde s'engage. C'est la représentation de tous les engagements, mais les pratiques aussi qui sont approuvées pour l'ensemble des pays qui participent à l'élaboration de la norme. Oui, Samantha, vous avez raison, hein, vous avez prononcé un terme extrêmement important hein, qui est vraiment la philosophie de la norme, de l'élaboration de la norme, hein, c'est trouver un consensus. Donc, on n'impose rien, on trouve un consensus. Et je rappelle que la norme, c'est de la soft law, hein, c'est du droit souple, et que du coup, à charge pour chaque pays et pour chaque entreprise de l'adapter aussi à ses particularités ou géographiques ou nationales ou d'entreprise. Voilà, il faut bien retenir aussi ce point-là. Parfait. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est très important justement aussi pour les différentes personnes qui nous contactent, qui participent aujourd'hui, qui font partie de ce organisme de normalisation, de savoir qu'on est conscient qu'il y a peut-être différentes approches sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les différents pays, mais qu'à la fin, c'est pas l'idée ici, ce n'est pas d'imposer une stratégie qui est élaborée par un groupe de pays peut-être qui sont plus avancés sur les domaines, mais que c'est vraiment un travail de tous les pays pour trouver un outil qui peut répondre aux besoins de tous les différents pays selon leur degré d'avancement sur les domaines. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avancer en marchant sur un objectif, quitte ensuite à le faire évoluer à la demande. Je quitterai le webinaire très rapidement. Petra, prends la main et me remontera toutes les questions ou interrogations que vous pouvez avoir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre participation. Petra, on vous donne la parole. On a envie de savoir plus sur ce groupe de travail. Ok, ben merci Samantha et bonjour à toutes et à tous encore une fois. Donc, je m'appelle Petra Shevchikova et je suis chef de projet au sein du département de transition durable et sociétale de l'Association française de normalisation. Et du coup, je suis committee manager du comité de projet 337 qui est responsable pour le développement de la future première norme internationale sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce projet. Je vais commencer par un petit historique. Donc, en 2021, à la fin de 2021, AFNOR a initié l'élaboration d'une norme internationale ISO sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette élaboration de la norme a démarré en février 2022. Les travaux sont toujours en cours et la norme devrait être publiée l'année prochaine, en 2024. Donc, cette norme ISO volontaire, vous pouvez voir la portée sur l'écran. La norme devrait offrir un cadre de références méthodologiques, des directrices, des définitions, des procédures et des outils aux organisations publiques ou privées, quelle que soit leur taille, leur localisation ou leur domaine d'activité. En fait, la norme devrait orienter ces entreprises ou institutions ou organisations pour faire des progrès durables dans la promotion et la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le document devrait présenter les étapes sur la façon de faire un état des lieux de la situation d'égalité entre les femmes et les hommes au sein des institutions ou des entreprises. Il va aborder plusieurs sujets cruciaux comme les conditions de travail des femmes et comment on peut les améliorer,
y compris les congés, les rémunérations, les formations, mais aussi, par exemple, amélioration du leadership des femmes dans les entreprises ou les bonnes pratiques de télétravail. On a vraiment pas mal de sujets très importants qui sont inclus. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre nous, de nombreux aspects de la norme peuvent paraître peut-être évidents, mais comme on a déjà abordé un peu, ça ne peut pas être tenu pour acquis dans tous les pays du monde. Donc, il y a plusieurs pays dans le monde qui n'ont pas de législation, de cadre ou d'exigences légales appropriées sur la manière de mettre en œuvre l'égalité des sexes dans les entreprises ou même aucune vision en fait d'une telle législation possible dans les années qui viennent. Donc, l'attente sur cette norme est énorme, je pense, parce que cette norme ISO peut venir à l'absence ou en complément de législation et avec sa diversité de thèmes et recommandations pourrait être proposée dans de nombreux secteurs d'activité qui ne sont pas couverts par la loi. Un autre facteur important qui a déjà Denis a mentionné, c'est relever le défi ambitieux des objectifs de développement durable, parce que le développement durable n'est plus seulement un concept théorique, mais il devient un phénomène pratique et en fait une partie intégrante de notre réalité quotidienne. Donc, tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont l'obligation d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, de contribuer ainsi à la création d'une nouvelle et meilleure réalité pour nous tous. Je pense que les objectifs du développement durable sont reconnus mondialement comme référence pour guider les stratégies et les activités de toute organisation, y compris ISO. Et donc, la future norme qu'on est en train d'élaborer va fournir les lignes directrices, mais sera aussi une base solide qui va être reconnue et acceptée dans le monde et qui va contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 5 sur l'égalité. Donc, si une organisation ou institution adopte cette norme, qui fournira un atout de conseil et d'exigence, cette organisation va s'assurer qu'elle va mettre en œuvre une stratégie compétente, car cette norme est créée par des experts dans ce domaine du monde entier. Donc, comme on a déjà dit, c'est très varié et c'est très bien. Donc, par la participation aux travaux et élaboration de cette future norme, nous allons tous ensemble sensibiliser à une norme qui soutient l'égalité entre les femmes et les hommes. On va accroître la participation des femmes à la normalisation, ce qui est aussi très important, et intégrer le genre dans le processus de développement des standards comme par défaut. Donc, voilà, vous pouvez voir sur la planche les pays participants, parce que l'année dernière, le nombre de pays impliqués a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on a plus de 60 pays qui sont engagés et des acteurs qui sont très, très variés et participent très activement aux travaux. Donc, on a aussi des organisations internationales comme UN Women, UNDP ou Organisation internationale de la francophonie. À mon avis, parmi les plus impliqués, on compte les experts français, bien sûr, allemands, suédois, espagnols, japonais ou américains, et les représentants de la francophonie nous manquent. Donc, j'aimerais bien faire un appel à vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez participer aux travaux, parce que vous êtes les bienvenus. Je suis à votre écoute, on a besoin de vous. Si on peut changer pour la planche suivante, Samantha, s'il te plaît. Oui, voilà. Là, vous pouvez voir un calendrier qui est assez intense et challenging, parce qu'après plusieurs discussions qu'on a eues au niveau du comité de projet et groupe de travail, nous, le secrétariat et le leadership, on a reconnu que ce projet est vraiment très complexe et on a besoin un peu plus de temps. Donc, la publication est prévue, comme je dis, pour le printemps 2024. On a soumis le projet à ISO pour passer à l'enquête publique en février dernier. Et maintenant, les travaux éditoriaux ISO et les traductions sont en cours. Donc, l'enquête publique va être lancée à la fin d'avril et va durer jusqu'à juillet 2023. Et
du coup, l'ensemble des membres ISO pourra voter et émettre les commentaires. Et à partir de septembre 2023, le groupe de travail va se réunir de nouveau plusieurs fois si on a besoin, afin de résoudre tous les commentaires. Et après les résolutions, à nouveau, on a besoin d'un consensus et le projet passera au stade approbation. Donc, c'est le projet final de la norme internationale qui sera diffusée par le bureau du secrétaire général de l'ISO à tous les organismes nationaux pour un vote de 2 mois. Donc, les travaux avancent sur la norme, mais vous avez encore temps de nous rejoindre. Je pense que c'est très important de participer maintenant parce que c'est maintenant qu'on peut définir les pratiques et les indicateurs qui seront adoptés au plan international dans le monde entier. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Petra. Peut-être une question à clarifier avec les personnes qui participent aujourd'hui au webinaire, qui ne sont pas habituées ou qui ne connaissent pas les étapes d'élaboration d'une norme. Tu as mentionné qu'il y aura une consultation entre mai et juillet. Alors, si on comprend bien, c'est la première fois où les projets des normes, il va être rendu public en français en plus. Et c'est la première fois où toutes les parties intéressées auront accès à ces documents et pourront envoyer des commentaires pour évaluer les consensus, mais aussi pour améliorer les contenus techniques. Oui, c'est exactement ça. Donc là, on attend les commentaires parce que plus tard, on va avoir juste le vote. Donc, c'est vraiment maintenant qu'on a besoin des experts qui se réunissent, qui préparent les commentaires. Et après, à partir de septembre, on va discuter tout ça. Et à ce moment, s'il y a des experts, par exemple aujourd'hui, qui participent au webinaire, qui souhaiteraient s'impliquer, quelle est la démarche à suivre? Donc, ils doivent contacter leur comité miroir dans leur pays qui va les inscrire après dans les travaux ISO et ils vont recevoir les mails, ils vont participer aux travaux, je vais les contacter. D'accord. Alors, c'est vraiment une invitation aux experts qui participent aujourd'hui. Si vous ne faites pas encore partie d'un comité de normalisation au sein de votre pays, contactez votre organisme de normalisation pour rejoindre les travaux. Si vous n'y avez pas le contact, n'hésitez pas à me contacter et moi, je pourrai vous mettre en relation avec votre organisme de normalisation. Bon, merci Petra. Je vois qu'il a des questions. Je pense que c'est une question qui est assez récurrente. Alors, je voudrais peut-être diviser cette première question dans différentes parties. D'abord, pour Louise Cordeau, est-ce que vous pourrez nous expliquer la différence entre genre et égalité entre les femmes et les hommes? Parce qu'on attend souvent ces deux termes employés comme si c'était synonyme l'un de l'autre et on voudrait bien clarifier pourquoi dans ce cadre on parle d'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai mal compris le début de votre question. On a souvent la question de quelle est la différence entre genre et égalité entre les femmes et les hommes. Parce que des fois, ils sont employés comme des synonymes, on dirait, et on voudrait bien expliquer pourquoi dans ce cadre, nous, on parle d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une grande question, hein? C'était pas facile. Non, c'est une grande question parce que, et là, j'ai pas eu de... Je fais toujours attention parce que je veux jamais faire de généralité. Entre les femmes et les hommes, c'est assez simple. Donc, on sait de quoi on parle. Au niveau des genres, il y a des personnes qui se considèrent sont nées comme des femmes, mais se considèrent davantage, ne peuvent pas se définir comme des femmes. Et la même chose pour des hommes. Alors, entre les genres et plus inclusif dans nos nouvelles sociétés de différentes situations où on est né avec un sexe attitré, mais on considère qu'on n'a pas nécessairement
ce genre et là, c'est pour ça que je veux faire attention. Mais lorsqu'on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, on parle de personnes qui se définissent comme des femmes, de personnes qui se définissent comme des hommes. Lorsqu'on parle d'égalité entre les genres, on peut avoir des personnes qui ne se définissent pas comme des femmes ou comme des hommes, mais qui font aussi partie de notre société, de nos sociétés, et qui ne répondent pas nécessairement aux mêmes stéréotypes qu'on accorde à certains hommes ou à certaines femmes. Donc, l'égalité, nous, le Conseil du statut de la femme, la loi, notre mission est de parler d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais on conviendra, et là, c'est au-delà du genre. On peut parler d'intersectionnalité, là, et on s'en va dans un autre aspect de l'égalité, c'est que les femmes et les hommes ne sont pas tous égaux entre eux et entre elles. Donc, par exemple, les femmes qui sont immigrantes en situation de précarité vont être différentes d'une femme universitaire qui a une profession, une femme qui vit avec une différence ou un handicap va être différente d'une femme qui est, par exemple, dans une communauté autochtone. Alors, il faut faire attention à ce que qu'on ne généralise pas qu'est-ce que sont les femmes, qu'est-ce que sont les hommes, mais d'avoir des perspectives dans l'analyse de nos politiques sociales, d'inclusion, des différences entre les femmes et entre les hommes aussi. Merci. C'était pas une question facile, mais je pense que votre réponse est très claire. Alors, ça dépend vraiment aussi des cadres législatifs de chaque pays qui reconnaissent ou pas l'existence de différents genres. En prenant les cas de Québec, on parle d'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est plusieurs pays aussi qui ont cette approche. Alors, mais aussi, et c'est très intéressant ça que vous mentionnez aussi, la diversité entre les femmes et les hommes. Et justement, dans les traductions qu'on fait, nous, des documents qui viennent de l'ISO ou de l'anglais, on fait attention à écrire égalité entre les femmes et les hommes au pluriel pour justement montrer qu'il n'est pas une seule notion de femme, un seul type d'homme, mais qu'il a une pluralité même au sein de ce concept. Et dans nos sociétés où on a développé plusieurs concepts d'égalité, nous sommes maintenant, je dirais, à la croisée des chemins où l'inclusion et la diversité, ça fait aussi partie des valeurs que notre société porte. Alors, l'égalité n'est pas atteinte nécessairement au Québec parce que, et là, c'est tout un autre sujet qu'on pourrait aborder, mais tant qu'il y aura des violences entre les femmes et les hommes, il n'y aura pas d'égalité atteinte, et ça, c'est un seul exemple. Mais on parle d'égalité, on parle d'inclusion, on parle de diversité, et je pense, en fait, je suis convaincue que c'est ce qui enrichit nos sociétés. Complètement, et je pense que justement, dans les pays de la francophonie, les pays de la francophonie se caractérisent aussi pour une grande diversité au sein de leur société. Ça peut être culturel, dans tous les aspects, il y a une grande diversité. Et pour peut-être aussi revenir sur les genres. On entend aussi souvent parler de genre autant qu'utile d'analyse. Alors, en laissant de côté la réflexion sur la reconnaissance d'autres genres, on utilise les genres comme un outil qui nous permet d'analyser la société, les politiques, etc. Est-ce que vous pourrez nous donner un peu la définition des genres comme outil d'analyse? Et mon Dieu, c'est toute une autre conférence, mais au Québec, et il y a des discussions autour de ces réalités. Nos politiques législatives, on porte des valeurs qu'on appelle d'ADS, donc d'analyse différenciée selon les sexes. Et on regarde, par exemple,
quel impact auront nos politiques législatives en fonction des réalités différentes entre les hommes et les femmes et aussi entre les femmes elles-mêmes. Et je vous donne certains exemples que j'ai eu à traiter il y a à peu près 2 semaines. Je l'ai évoqué dans ma présentation. On a au Québec un régime pour la retraite qui s'appelle le régime des rentes du Québec. Alors, lorsqu'on fait des modifications dans ce régime, qui est un régime public, on doit regarder, par exemple, quel impact ces modifications-là auront entre les femmes et les hommes. Et je vous donne 1 ou 2 exemples très simples. Par exemple, plusieurs femmes, pour assurer, je dirais, la gestion de la famille, vont accepter des emplois moins bien rémunérés ou vont accepter, par exemple, de faire du travail à temps partiel pour pouvoir assurer la gestion de la famille. Alors, sur leur rente, lorsqu'elles seront plus âgées, il y aura eu un impact parce qu'elles auront eu des revenus moindres. Alors que des hommes n'auront pas eu nécessairement à se poser cette question-là, de cesser, par exemple, leur présence sur le marché du travail pendant quelques mois ou quelques années pour l'éducation des enfants. Alors, lorsqu'on fait des politiques de modification de la Régie des rentes du Québec, si je vous donne un exemple, nous, on s'est attardé à quels seront les impacts de ces modifications-là sur les hommes et sur les femmes. Et c'est une des façons dans nos politiques publiques de faire des évaluations distinctes sur les impacts entre les femmes elles-mêmes et entre les hommes et les femmes. Merci. Ce n'était pas une question facile encore une fois, mais vous savez très bien expliquer. C'est aussi avoir un outil qui nous permet d'analyser les impacts des politiques publiques, des programmes, même au sein des organisations, des changements au sein d'une organisation pour bien mesurer les impacts que ces programmes vont avoir sur les femmes, les hommes, et s'ils vont venir augmenter l'écart entre leur réalité. Merci. Je pense que ça, c'était justement une question qui était très discutée au sein du PC 337. Et en se disant que les réalités des femmes, puis je vais vous donner un dernier exemple, puis je m'arrête après. Par exemple, lorsqu'on étudie l'accessibilité aux services de garde, bien, on va se poser différentes questions sur, par exemple, est-ce que les femmes immigrantes ont les mêmes accès? Est-ce qu'il y a différentes réalités des femmes aussi vont faire en sorte qu'on va regarder les politiques publiques, par exemple, des femmes qui ont des horaires atypiques, qui travaillent comme infirmières, qui travaillent comme policières. Alors, on va aussi plus loin que de dire entre les hommes et les femmes, on regarde aussi certaines différences entre les femmes elles-mêmes. Oui, d'où l'importance justement qu'on disait de mettre les femmes et les hommes au pluriel pour se dire on ne peut pas travailler avec une seule catégorie. Il faut vraiment penser aux impacts qui vont avoir nos actions sur la plus grande diversité. Merci pour cette précision. Et justement, Petra, je pense que ça, c'était un grand débat au sein du PC. Les lignes qui allaient suivre les travaux. Quels sont alors les termes qui ont été retenus pour la norme internationale? Et je me permets d'ajouter, je vois dans les commentaires le commentaire de Mme Corriveau qui fait partie du groupe Femmes, Politique et Démocratie, dont j'aurais pu longuement parler parce que c'est un groupe très important au Québec qui a favorisé, qui continue à favoriser la présence des femmes dans les lieux décisionnels et donc qui milite en faveur de la parité. Et elle parle d'ADS+, effectivement. Et sa définition est très, très précise par rapport à certains exemples que je viens de donner. Merci, Mme Corriveau. Oui, merci. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, on avance, Petra. Quels éléments ont été retenus alors dans le cadre d'élaboration de la norme? En fait, parce qu'il s'agit de la première norme ISO qui va aborder ce sujet, donc on avait pas mal de discussions. En fait, si on reste sur égalité femmes-hommes ou on va aborder plusieurs genres, mais
la norme, ça serait trop long, trop compliqué à faire. On a déjà, c'est assez complexe déjà si on reste sur égalité entre les femmes et les hommes. Donc, les auteurs et les autrices se sont mis d'accord et on reste pour l'instant sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la première norme, mais dans le futur, on va voir si on va aborder d'autres sujets, si on va attaquer d'autres genres et qu'est-ce qu'on va faire en fait. Mais pour l'instant, c'est égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes parce qu'on voulait vraiment accentuer le rôle et la position des femmes. Parfait. Et justement, si je comprends bien, c'est aussi pour que cet outil soit utilisé pour tous les pays où les cadres législatifs prennent en compte l'égalité entre les femmes et les hommes. Exactement. Merci. Et cette question, en fait, ces deux questions que je vous ai posées, c'était pour répondre à la question d'Amar Amri sur les chats, qui disait comment peut-on prendre en compte tous les mouvements LGBTQ? Est-ce que la notion de femme-homme est encore d'actualité? Qui est homme? Qui est femme? Alors, je pense qu'on a déjà répondu à cette question en disant d'abord que ça, c'est la différence entre les genres et l'égalité entre les femmes et les hommes, que dans le cadre de cette norme, on parle d'égalité entre les femmes et les hommes. Et les exemples qu'il nous a donné Louise Cordeau, je pense que justement montre que c'est toujours d'actualité parler des femmes et des hommes et de l'importance de mettre en place des politiques publiques et des programmes pour l'égalité. En passant peut-être à l'autre question, j'avance. Oui, pour les gens qui demandent la présentation, tout à fait, vous allez recevoir les présentations plus tard. Les personnes aussi qui sont intéressées par les comités au niveau national, il y a par exemple personne de Côte d'Ivoire, il faudrait entrer en contact avec Codinor, mais aussi pour toutes les autres personnes, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous laisser mon adresse mail pour que vous puissiez rentrer en contact avec moi et on fera la mise en relation avec votre organisme de normalisation. On parle après de l'analyse différenciée par les sexes plus, dont avait déjà fait mention maître Louise Cordeau. Peut-être la dernière question qu'on a, c'est quels sont les grands axes suivis par les gouvernements québécois pour arriver à cette explication des places importantes que les femmes occupent. Alors, je pense que c'est pour vous, maître Cordeau. Une autre question. Je suis pas complètement certaine de comprendre tout le fond de la question, mais à cette explication des places importantes que les femmes occupent, je dirais que ce sont l'ensemble des politiques sociales et législatives depuis les 50 dernières années. Je vous disais que le Conseil du statut de la femme a 50 ans cette année. Évidemment, il y a un ministère, il y a des ministres qui sont responsables de la condition féminine. Il y a des politiques sociales qui favorisent l'égalité. L'égalité est inscrite au cœur de la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, l'égalité est inscrite au cœur c'est un grand, quand on parle de charte, on parle de ce qui définit une société aussi, des valeurs qui définissent une société. Donc, ces valeurs-là sont aussi inscrites au cœur de cette charte-là. Il y a plusieurs mesures depuis 50 ans dont on pourrait parler, mais je pense que une des premières valeurs que l'on doit porter, c'est la valeur d'éducation. Tout ça se joue dans un très jeune âge. Moi, j'ai grandi dans une société où tout m'était possible. Tous les possibles étaient ouverts. J'ai grandi dans une société où je n'ai pas eu personnellement, et je suis immensément choyée, d'obstacles pour me réaliser, pour aller à l'université, pour faire des études supérieures. Et je pense que si notre société actuellement
voit plusieurs femmes, et ce n'est pas terminé, qui font partie de la vie active de notre société. C'est parce que des politiques publiques ont permis leur accès au marché du travail, c'est parce que les valeurs d'égalité existent et c'est parce que il y a aussi eu des mouvements de femmes, ne l'oublions pas, qui ont revendiqué cette égalité et cette place des femmes dans notre société et qui continuent de le faire parce que c'est encore fragile lorsqu'on parle de parité dans les lieux décisionnels, lorsqu'on parle de la parité des femmes en politique, c'est toujours fragile. Alors, c'est un travail qui est, je ne veux pas décourager personne là, qui nous écoute, mais c'est un travail qui est constant. Non, mais merci pour cette clarification parce que je pense qu'aussi au début de votre intervention, vous l'avez très bien expliqué, ça passe par l'éducation des enfants, par ouvrir aussi certains métiers qui peut-être ne sont pas considérés féminins ou masculins pour attirer les petites filles, les petits garçons qui s'intéressent à ce sujet aussi, qui suivent de l'éducation ou la formation sur un métier et que plus tard puissent être intégrés dans le marché du travail à des conditions égales, en se sentant bien aussi épanouis dans leur milieu. Alors, on voit que c'est complexe et justement il faut agir à plusieurs niveaux et pour faire un peu le mettre en relation avec la norme, justement, la norme aussi, elle agit à différents niveaux parce que sont conscients de cette nécessité d'avancer sur différents fronts en même temps. Je voudrais peut-être prendre les dernières minutes. Je vais regarder. Il y a des questions sur les différents organismes de normalisation. Alors, je vais vous proposer deux options. Une, nous écrire directement pour vous mettre en relation avec votre organisme de normalisation. Sinon, rendez-vous sur notre site Internet de RNF, je vais partager l'adresse où on a notre liste des membres et en cliquant sur votre pays, vous allez trouver les noms de votre organisme de normalisation et comme ça, vous pourrez rentrer en contact avec la personne indiquée. Et toutes les questions toutes les questions que je vois sont plus sur les comités. Alors, pour le nombre de pays africains qui participent à l'élaboration de cette norme, je ne sais pas, Petra, si tu l'as. Moi, il me semble que je l'avais. Je pense qu'il y en a 10 qui sont des pays participants et 2 observateurs. Donc, on a besoin moi, je l'ai donné de l'année passée. Je ne l'ai pas encore mis à jour, mais je peux vous dire qu'il y a 10 membres de la francophonie qui sont présents au sein du PC 337. Comme membres participants, alors on dit bien les personnes qui participent aux réunions, qui envoient des commentaires, qui ont accès aux documents directement. On a la Belgique, RDC, France, Gabon, Maroc, Maurice et Rwanda. Et comme membre observateur, on a le Canada, le Luxembourg et la Suisse. Alors, ce sont les pays qui, pour le moment, sont inscrits au sein du PC. Mais justement, cette webinaire aussi, son intention, c'est d'aller identifier des experts. Alors, tous les experts en égalité femmes-hommes dans les différents pays de la francophonie qui sont intéressés à participer aux travaux, de les identifier, de les mettre en relation avec les organismes de normalisation et d'aider les pays qui ont déjà l'intérêt de participer aux travaux, mais qui n'ont pas encore un comité pour se lancer, à constituer leur comité pour pouvoir participer aux travaux. Alors ça, c'est pour la question sur les pays. Et je profite peut-être aussi pour vous parler quelques minutes sur notre programme au RNF de renforcement de la participation des pays francophones aux travaux internationaux sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un programme qui est financé par l'Organisation internationale de la francophonie, dont les objectifs sont d'accroître le nombre de pays francophones qui participent aux travaux sur ces sujets,
de porter la voix de la francophonie dans les négociations ISO pour que leur opinion, mais aussi leur expertise soient prises en compte à tous les stades d'élaboration de la norme, de rendre accessibles en français les travaux de négociation à l'ISO, parce que, vous le savez, tous les travaux à l'ISO sont en anglais et des fois, c'est une barrière pour les experts francophones. Alors, nous, on fait ce type d'actions en français pour vous permettre d'avoir accès à l'information. Maintenant, la consultation qui va être lancée entre mai et juillet, on a la chance d'avoir un document qui va être traduit en français, alors vous allez pouvoir les lire et envoyer votre commentaire sur une version que vous comprenez dans son intégralité. Et le quatrième objectif, c'est de mieux faire connaître les concepts et les enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes aux acteurs et actrices francophones. Alors justement, on est dans le cœur des objectifs de ce webinaire. Le prochain, notre stratégie de mise en œuvre va assurer la commission entre les secrétariats du PC ISO et des pays de la francophonie, entre Jenny Roth-Fichet et Petra Chevikova. J'espère l'avoir bien prononcé, Petra, de mettre en réseau les organismes nationaux de normalisation, les comités miroirs et les experts. Alors justement, c'est pour ça qu'on vous propose, si vous voulez participer, contactez-nous. D'accompagner les organismes de normalisation dans la création et l'animation des comités miroirs. De conseiller sur une base régulière à distance les organismes de normalisation, et il faudrait ajouter dans ce point les experts pour leur participation aux étapes clés des travaux de normalisation. La normalisation, il peut être complexe. Alors, pour les experts qui se lancent pour la première fois, on organise des webinaires de renforcement des capacités où on va vous expliquer concrètement, on est à cette étape d'élaboration de la norme. Qu'est-ce qui est attendu de votre part? Il faut faire ça, ça, ça. On vous guide, on vous donne des éléments pour participer aux travaux. Et finalement, l'organisation de webinaires de formation sur les différents enjeux et la préparation de nos réunions. Ça, c'est clairement, on est dans le cadre de notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà les points que je voulais faire parce que je pense que ça va aider à répondre quelques questions qu'on avait sur le chat. Et comme il nous reste 5 minutes, peut-être une dernière question. Il dit de Joan Lortie, pour les développements des normes, travaillez-vous avec les bureaux de vérificateurs et avec des outils comme l'audit genre? Là, je vous dirais, Petra aussi, je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter. Je pense qu'au niveau international, c'est les organismes de normalisation qui travaillent sur l'élaboration des normes. Chaque pays est représenté par une délégation nommée par les organismes de normalisation. Souvent, ces organismes sont en relation ou en contact avec les bureaux de vérification ou de certification, mais leur travail, pour la plupart du temps, il est indépendant. Pour le moment, peut-être qu'au niveau national, il existe des certifications ou des audits de genre. Ce n'est pas le cas encore au niveau international. Et même après le développement de cette norme, les normes sont d'application volontaire. Alors, l'idée, c'est vraiment, et je vais essayer de mettre en mute, l'intention, c'est vraiment de donner un outil pour les parties intéressées pour mettre en œuvre des stratégies pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais ça reste un outil d'application volontaire. Alors, il n'y a pas de certification, on n'est pas des organismes encore qui sont chargés de les faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais il semble qu'on a fait le tour de cette question. Beaucoup de questions sur les organismes de normalisation, alors on est très contente. On attend un email de votre part et peut-être laisser la parole à nos invités s'il y a un dernier point qu'ils voudraient aborder. Je me permets très rapidement, et là, je veux pas complexifier trop les choses.
mais on a parlé d'égalité, on a parlé de genre et il y a un mot qu'on n'a pas vraiment prononcé et tantôt je voyais dans le chat égalité ou complémentarité. Et moi, je vous dirais égalité et on utilise de plus en plus le mot équité. Parce que le mot égal suppose que tout est pareil. Et le mot équité, et là, je vais vulgariser, mais suppose que toute personne peut exercer ses désirs, ses vœux et les réaliser. Et je vous donne un exemple. Nous avons, au Conseil du statut de la femme, fait une étude sur les femmes en agriculture, sur la relève agricole féminine. On sait que les femmes ont toujours été en agriculture, ont toujours accompagné leurs conjoints en agriculture. En tout cas, au Québec, c'est le cas. En fait, est-ce qu'il faut qu'il y ait 50% de femmes agricultrices et 50% d'hommes agriculteurs? Bien sûr que non. Ce qu'il faut, c'est que toutes les femmes qui souhaitent être agricultrices puissent avoir les ressources pour le faire. Et donc, on parle davantage d'équité. On ne se dit pas que tout doit être pareil. On se dit que chaque personne doit pouvoir se réaliser et avoir les mêmes chances de se réaliser. Et là, ça rend le concept un peu plus, je dirais, réaliste. Parce qu'au fond, on n'a pas à être tous pareils. On a à avoir tous et toutes les mêmes chances. Alors, je pense que c'est peut-être une conclusion optimiste. Merci de votre invitation. Merci de votre participation aussi. Merci à vous. Et oui, merci de finir aussi sur cette vision optimiste parce qu'on ne cherche pas à que tout le monde soit égaux. On parle vraiment d'égalité des droits, d'égalité à pouvoir faire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite dans notre vie et à avoir des outils pour nous aider à implémenter des stratégies comme cela. Petra, un dernier mot avant la fin de notre réunion? Merci beaucoup pour nous avoir invités et n'hésitez pas à me contacter parce que vraiment on a besoin de vous, c'est le moment. Merci et peut-être aussi une invitation, un rappel, l'enquête publique, il commence en mai. Vous avez 3 mois pour participer à cette enquête publique. Elle est ouverte à tous les pays membres de l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO. Les pays, ils s'organisent d'enquêtes publiques au niveau national. Alors, vous pouvez avoir accès aux documents en français et envoyer votre commentaire. Et contactez-nous, Petra, moi, Marie-Claude, pour entrer en contact avec votre organisme de normalisation. Marie-Claude, je te laisse la parole peut-être pour un petit mot pour clôturer notre réunion. Oui, merci Samantha. Écoutez, je suis vraiment ravie de la qualité du webinaire qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup à notre intervenant et nos intervenantes. Vous avez vraiment contribué à rendre accessibles ces questions qui sont finalement simples, à la fois simples et complexes. Mais on voit toute l'importance de s'investir. Et puis, je termine en vous disant merci. Je termine en vous disant aussi, comme Samantha vient de le dire, s'il vous plaît, on va vous le rappeler dans nos médias sociaux, infolettes, etc., mais portez attention à l'enquête publique parce que c'est vraiment le moment où vous pouvez vous-même aller porter votre voix. Et je vois qu'il y a une expertise ici en francophonie vraiment riche en termes de questions d'égalité femmes-hommes. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez quelques questions que ce soit sur comment participer, où est-ce qu'on devrait pas se reparler avec le document en français ensemble pour voir si ça nous convient comme francophones, les orientations qui sont prises, dites-le nous, on est vraiment là pour vous servir. Alors, sur ce, bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci encore et à bientôt.